Bienvenue à Monsieur Mystique Horror Stories. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager 5 histoires vraies et troublantes sur Halloween dans les Appalaches. Si vous vous êtes déjà demandé ce que c'est que d'avoir peur, attendez la nuit tombée dans les montagnes. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et n'oubliez pas d'aimer et de partager cet épisode avec vos amis. Dites-moi d'où vous regardez. Merci à tous. C'est parti. Histoire 1. J'avais 17 ans quand c'est arrivé. Ce Halloween-là, mon cousin Denis m'a entraîné dans une de ses idées stupides. Cette fois, un défi en pleine forêt avec 2 de ses amis. On était perdus dans les Appalaches, loin de toute carte, en route vers un endroit que les locaux appelaient Silverch. Un ancien camp minier abandonné depuis un siècle, réduit à des pierres qui tombent en ruine et à des histoires qui glacent le sang. Le genre d'endroit où les ados viennent boire et se montrer, surtout à Halloween. Denis en avait entendu parler par un type de l'atelier où il bossait à mi-temps. Pas des histoires de fantômes, non. Plutôt des trucs bizarres qui traînaient, des outils métalliques sans rouille, des lettres écrites comme hier, des jouets en bois sculptés à la main, intacts, comme s'ils venaient d'être fabriqués. Un gars jurait avoir trouvé des empreintes de pieds nus autour de sa tente en novembre. Bien sûr, Denis voulait y aller. Ce sera drôle ou flippant. Dans les 2 cas, ça fera une bonne histoire. On a chargé la Jeep de Travis avec du whisky, des lampes torchées et la tente la plus pourrie du monde. Ben avait apporté une boîte de pétards périmés trouvée dans le garage de son oncle, parce que pourquoi pas. On a roulé jusqu'à ce que la route disparaisse, puis on a marché une demi-heure à travers des arbres qui semblaient attendre quelque chose. Un silence de mort. Pas de vent. Pas d'oiseaux. Juste nous, écrasant des feuilles sèches sous nos pas. Quand on est arrivé à la clairière, le soleil avait déjà disparu. L'endroit qu'on avait choisi devait être l'ancienne épicerie du camp minier. Des murs de pierre à hauteur de taille, une cheminée brisée penchée comme si elle avait abandonné, et un poteau en bois encore debout, avec un fil rouillé qui pendait comme une corde de pendu. Tout était sombre, mais pas noir. Juste ce gris lourd où les lampes torchées semblent inutiles, sauf si on les braque droit sur ses pieds. Travis a allumé quelques pétards. Ben a fait circuler le whisky. On a posé nos sacs de couchage dans la tente de travers et on a commencé à se lancer des défis pour dormir dehors. Ambiance connerie classique. Jusqu'à ce que Denis s'agenouille près du cercle de feu. Il a sorti quelque chose entre 2 pierres. Une vieille boîte en métal à bonbons, comme celle que les grands-mères utilisaient pour les menthes ou les boutons de rechange. Cabossée, décolorée, avec un motif floral à peine visible. Comme si on l'avait écrasé et oublié depuis des années. Mais le truc bizarre ? Pas une trace de rouille. Il l'a ouverte, s'attendant à des emballages de chewing-gum ou un stock secret de weed. À la place, 2 morceaux de papier pliés. Pas de bonbons. Pas de pièces. Pas de moisissure. Juste du papier, jauni mais sec. Le premier était un dessin. Des traits de crayon montrant une crête, un groupe d'arbres, et un cercle autour de ce qui ressemblait à un anneau de pierre. Grossier, mais étrangement précis. Presque exactement comme l'endroit où on se trouvait. On l'a retourné. Au dos, en grosses lettres d'imprimerie, c'est là que je l'ai vu pour la dernière fois. Denis l'a lu à voix haute. Puis il s'est figé. Son attitude a basculé en une seconde, passant de l'arrogance au vide. Il tenait le papier comme s'il allait le mordre. Travis a ri, un rire nerveux et tremblant. Ben a demandé, elle, qui, avec un demi-sourire qui n'a pas tenu. Personne n'a répondu. Travis a pris la 2e feuille. Plus courte. Juste une ligne en haut, liste des gens qu'elle a emportés avec elle. Et en dessous, 5 noms. 3 étaient barrés en rouge. Un était souligné. Le 5e disait simplement, toi. Plus de blagues, cette fois. Même la forêt semblait plus silencieuse. Ben a chuchoté, c'est une blague, hein. Mais Denis n'a pas réagi. Il fixait le papier comme s'il lui faisait quelque chose. J'ai demandé si quelqu'un reconnaissait les noms. Personne. Mais j'ai remarqué un détail. L'écriture était différente de la première feuille. Même encre, mais la 2e semblait écrite à la hâte, comme si la personne avait appuyé fort, presque déchirant le papier. Ben voulait jeter ça dans le feu. Travis a dit qu'on devrait suivre la carte. Peut-être que c'est un piège. Un truc de chasse au trésor d'Halloween. Ou peut-être pas. On a enfilé nos vestes,
attrapé les lampes torchées, et suivi le croquis. Ça nous a menés en bas d'une colline étroite, à travers des ronces qui griffaient nos jeans, puis des rails de mine à moitié engloutis par la terre. Après 20 minutes, on a trouvé l'endroit. Un cercle parfait de pierre, large de 3 mètres, haut comme la taille. Au centre, un poteau rouillé avec une lanterne cassée qui oscillait doucement, sans vent. Pas un bruit, juste un cliquetis métallique fin, comme du verre contre du métal rouillé. On est resté là, sans rien dire. Puis Denis l'a vu. Une chaussure d'enfant, juste à l'extérieur du cercle. En cuir noir, avec une boucle en argent. Elle avait l'air neuve. Trop neuve. Pas de boue. Pas d'usure. Juste propre, comme si elle n'avait jamais quitté une boîte. Travis l'a poussée avec un bâton. Rien ne s'est passé. Mais à côté, il y avait une empreinte de pieds nus. Petite. Enfoncée dans la terre meuble. Les orteils pointés droit vers la forêt. On s'est pétrifié. Je ne pense pas qu'on ait réalisé qu'on était tous devenus silencieux, à écouter quelque chose qu'on ne pouvait pas nommer. Denis a enfin chuchoté, c'est trop bizarre. Ben a reculé. Travis respirait bizarrement, comme s'il essayait de ne pas vomir. Je me suis retourné pour partir. Et c'est là que je l'ai vu, là-haut sur la colline, à peine éclairé par la lueur orange de notre feu de camp. Une silhouette. Pas en mouvement. Pas en train de marcher. Juste debout, à nous observer. Elle avait les cheveux longs, une robe collée à elle comme si elle était trempée. Pieds nus. Jambes pâles. Et son visage. Non, pas un visage. L'idée d'un visage, mais pas vraiment un. Ça n'allait pas. Ça n'appartenait pas à ce monde. Comme si quelqu'un l'avait dessiné de mémoire et avait tout faux. J'ai cligné des yeux, et elle avait disparu. Pas de bruit. Pas de traces. Juste, parti. C'est là qu'on a couru. Pas marché. Pas trottiné. On a dévalé la pente. Les branches nous lacéraient. Les racines essayaient de nous faire trébucher. Peu importait. On a atteint la clairière, on s'est jeté dans la tente, et tout était exactement comme on l'avait laissé. Sac. Nourriture. Whisky. Tout, sauf la boîte. Disparu. On n'a pas plié la tente. On ne l'a pas rangée. On l'a arrachée du sol, jetée dans la Jeep, et on a dévalé ce sentier comme si l'enfer nous poursuivait. Personne n'a parlé jusqu'à ce qu'on atteigne la route goudronnée. Même là, c'était silencieux. On s'est arrêté à la station-service d'Okolao. Ben est entré chercher de l'eau, toujours tremblant. C'est là que Denis a regardé par terre, a fouillé entre les sièges, et a sorti la boîte à bonbons, posée dans le porte-gobelet. Il a juré sur tout ce qu'il avait de plus sacré qu'il ne l'avait pas prise. Qu'il ne se souvenait même pas l'avoir touchée. On l'a emmené directement au bureau du shérif. On a pensé que ça faisait peut-être partie de quelque chose de plus grand. Le adjoint n'a pas ri. N'a pas haussé les épaules. Il a dit qu'un autre type avait apporté une boîte comme celle-ci, il y a quelques années. Contenu différent, même écriture. Il a pris nos noms, l'a enregistré, a dit qu'ils appelleraient s'ils avaient besoin de nous. Ils n'ont jamais appelé. Pendant un moment, rien ne s'est passé. On a essayé d'oublier. Puis, l'Halloween suivant, Denis m'a appelé. Il a dit que sa petite sœur avait hurlé au milieu de la nuit. Qu'on lui avait chuchoté son nom à travers la fenêtre. Denis est sorti en caleçon, pensant à une blague. Personne. Juste une chaussure d'enfant en cuir noir sur le porche. Même taille. Même boucle. Il m'a demandé si j'avais encore la liste. J'ai dit que je l'avais brûlée. Ce qui était vrai. Je l'avais brûlée. Mais la semaine dernière, en rangeant mon placard, j'ai trouvé quelque chose collé à l'intérieur de mon vieux sac de randonnée. Une page pliée une fois, qui sentait feintement la fumée. Je l'ai dépliée. Une seule ligne, écrite de cette même écriture tremblée, pressée, c'est là que je te verrai la prochaine fois. Et en dessous, mon nom. Histoire 2. Ce Halloween-là devait être calme. Après le divorce, je ne voulais voir personne, parler à personne, entendre quoi que ce soit, sauf peut-être mes propres pas. J'avais décroché un contrat court pour l'entretien des cabines dans les collines de Mossbach. Une forêt d'État venait de rouvrir une section endommagée par les inondations, fermée depuis près de 10 ans.
Il voulait préparer quelques cabines pour un festival local du patrimoine. Un truc d'automne où les gens viennent boire du cidre et jouer aux pionniers. Le service des parcs manquait de personnel et cherchait des volontaires pour monter là-haut, sur la crête. Pas de réseau. Pas de route goudronnée. Presque aucun contact après la tombée de la nuit. La plupart des gens ont refusé. Pas moi. Ça avait l'air du genre de solitude dont j'avais besoin. Il y avait 7 cabines en tout. Identiques. En rondins de pin sombre. Toit pentu. Petit porche. Chacune semblait penchée depuis des années, comme si la forêt essayait de les reprendre. Le gars qui gérait le projet, Mitch, était un ancien routier. Retraité anticipé. Il m'appelait gamin, alors que j'avais largement passé l'âge où on m'appelait comme ça. On montait ensemble l'après-midi, on faisait ce qu'il y avait sur la liste. Planche desserrée. Volet cassé. Vérification des câbles. Il partait toujours avant minuit. Disait qu'il n'aimait pas rester là-bas après 23 heures. J'ai fait semblant de ne pas être dérangé. La vérité? Ça me dérangeait. Mais j'avais besoin de l'argent et de l'isolement. La première nuit a été facile. Froid, mais supportable. Rien de bizarre. Juste balayer, dépoussiérer, serrer des vis. J'ai dormi dans la cabine 5 et j'ai fait une nuit complète. La deuxième nuit, les rêves ont commencé. Pas des cauchemars, exactement. Juste des visages tranchants que je ne reconnaissais pas. Des pièces qui me semblaient familières, mais déformées, comme si quelqu'un avait pris la mienne et l'avait retournée. Et toujours, ce bourdonnement sourd et régulier, comme une mélodie qu'on murmure juste derrière les murs. La troisième nuit, c'est devenu plus sombre. La femme a commencé à apparaître. Elle ne me regardait jamais, se contentait de se tenir au centre de la pièce, dos tourné, tenant quelque chose de long et pointu. Parfois elle hurlait. Parfois non. Chaque fois, je me réveillais juste avant de l'atteindre. Et chaque fois, mes mains étaient serrées si fort que mes articulations craquaient. J'ai pensé que c'était le silence qui me jouait des tours. Pas d'internet. Pas de télé. Juste le grincement des vieilles planches et le vent qui glissait entre les murs. Mitch m'a dit d'apporter une radio le lendemain. Je l'ai fait. Ça a aidé, jusqu'à ce que ça n'aide plus. La cabine 3 a commencé à me déranger. Rien d'évident. Juste une sensation d'oppression dans la poitrine chaque fois que j'y mettais les pieds. Ça ne sentait pas mauvais, juste faux. Comme de l'air confiné et du tissu sec. Et la porte arrière refusait de rester fermée. Je la verrouillais, la vérifiais, m'éloignais, et 10 minutes plus tard, elle était grande ouverte. Une nuit, j'ai calé une chaise contre. Le lendemain matin, la chaise était sur le porche. Mitch a dit qu'on terminerait avant Halloween. C'était le 29. Il prendrait le sentier du bas et finirait les cabines près du ruisseau. Moi, je nettoierais les 3 du haut. On s'est donné rendez-vous au milieu pour un café et on partirait de là. Il a plaisanté sur tous ces citadins qui viendraient ce week-end pour retrouver leurs racines. Il a dit qu'ils seraient mieux dans leurs appartements. Avant de se séparer, il m'a regardé et a dit « Laisse les lumières allumées dans la cabine 3 ce soir ». Il n'a pas dit pourquoi. Je n'ai pas demandé. Cette nuit-là, les rêves ont empiré. Je me suis réveillé trempé, le cœur battant. Cette fois, j'ai vu son visage. Ce n'était plus une inconnue. C'était Amanda, mon ex. Elle avait exactement le même regard que le jour où on a signé les papiers. Vide. Et quand je me suis assis, j'ai réalisé que j'avais pleuré dans mon sommeil. Halloween est arrivé, sec et gris. Le ciel avait l'air meurtri. Mitch m'a tendu une thermos avant de partir. Il a dit qu'il partirait tôt. Ne traîne pas après minuit. Les choses deviennent agitées, ici. Il n'a pas souri en le disant. Juste tourné les talons et disparu vers le sentier du bas. Quand ses feux arrière ont disparu, j'étais complètement seul. J'ai allumé la radio. Des parasites. J'ai décidé de finir vite. Pas de conneries. Balayage. Empiler les chaises. Sortir les poubelles. Puis la radio a grésillé. Un crack sec, et elle est morte. Juste après, j'ai entendu des bottes. À l'extérieur. Des pas lents, lourds, faisant le tour de la cabine. J'ai gelé, appelé, m'attendant à entendre Mitch.
Rien. Les pas se sont arrêtés derrière la porte arrière. Puis la targette s'est soulevée toute seule. Pas de bruit. Juste un clic doux et la porte s'est entr'ouverte de quelques centimètres, assez pour laisser entrer l'air froid. Je l'ai refermée vite, verrouillée, attendue. Quand je me suis retourné, la lampe torche que j'avais posée sur la table avait disparu. Je l'ai retrouvée dans la cabine 4. Sauf que je n'y étais même pas allé cette nuit-là. Elle était par terre, son faisceau pointé vers quelque chose que je ne voulais pas voir. Des symboles. Des marques blanches à la craie, en spirale sur les planches du sol. Des boucles et des crochets anguleux, tous tournés vers un cercle noirci au centre, comme si quelque chose y avait brûlé. Le bois était encore chaud. J'ai appelé Mitch. Pas de réponse. Et maintenant, l'air était lourd, comme une pression dans mes oreilles. Je suis sorti et j'ai regardé vers la crête. Toutes les portes des cabines étaient grandes ouvertes. Les 7, oscillant comme si elles respiraient. Impossible que ce soit le vent. Impossible que quelqu'un ait fait le tour si vite. Puis le bourdonnement est revenu, bas et étrangement mélodieux, flottant depuis la lisière des arbres. La même mélodie que dans mes rêves. Celle que je m'étais surpris à fredonner sans m'en rendre compte. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru en bas de la colline, dépassant les cabines. Mais la forêt ne semblait pas normale. Le sentier changeait sous mes pieds, tournant dans la mauvaise direction. Derrière moi, les portes des cabines ont commencé à claquer. Chacune plus fort que la précédente, comme des coups de feu me poursuivant dans le noir. Et quelque chose bougeait entre les arbres, gardant la même allure que moi. J'ai aperçu des lueurs rouges à l'intérieur des cabines, comme de petits feux. Trop douces pour éclairer, trop régulières pour être naturelles. J'ai atteint la cabine 3 et tout s'est arrêté. Le bourdonnement. Les lumières. Même le vent. La porte était ouverte. À l'intérieur, les murs étaient couverts de symboles. Davantage. Mais aussi autre chose. Des lettres brûlées dans le bois, formant un mot inachevé, Astmod. L'odeur m'a frappé comme un coup de massue, cendre douce et quelque chose de pourri en dessous. Puis je l'ai vu, debout sur le seuil. Même taille. Même carrure. Même visage, mais creux. Sa peau était délavée, comme si on lui avait aspiré toute couleur, et sa bouche. Trop large. Comme si on l'avait tiré vers les oreilles. Il ne m'a pas parlé tout de suite. Juste regardé. Puis ses lèvres ont bougé, et j'ai entendu la mélodie à nouveau. Sauf que cette fois, elle avait des mots. Finis là. Libère-toi. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. J'ai détalé. J'ai tout laissé. Mon sac. Mes outils. Ma veste. La lampe torche s'est éteinte à mi-chemin de la colline, mais je n'ai pas ralenti. J'ai couru jusqu'à apercevoir la silhouette de mon camion. Je suis monté, j'ai claqué la porte, tourné la clé, et j'ai conduit. Je n'ai même pas respiré avant que la crête ne disparaisse dans le rétroviseur. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau du comté et j'ai démissionné. Sans donner de raison. Je n'ai jamais récupéré mon dernier chèque. Ils ont appelé quelques fois, puis ont arrêté. Les cauchemars se sont estompés lentement. Des semaines plus tard, j'ai enfin dormi sans sursauter. Puis, 6 mois plus tard, je suis tombé sur Mitch dans le parking derrière un magasin de bricolage. Il avait l'air détruit. Yeux creusés. Mains tremblantes. Il m'a demandé si j'avais entendu parler des cabines. J'ai dit non. Il m'a montré des photos. Les 7 cabines couvertes de symboles noirs, une peinture épaisse comme du goudron étalée de mur à mur. Et maintenant, le mot était complet, Amodius. Il a dit que personne n'était remonté là-haut depuis mon départ. Pas de traces. Pas de vandalisme. Juste l'écriture. Le comté a refermé la crête, l'a déclaré instable, mais Mitch n'arrêtait pas d'y penser. Il m'a demandé si je voulais y retourner avec lui, juste une fois, pour voir de mes propres yeux. J'ai dit non. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait, puis il est parti. Je ne l'ai plus revu depuis. Histoire 3. Halloween n'a jamais vraiment été une fête chez moi. Enfouis au fond des Appalaches, les gens ne faisaient pas tout le tralala des déguisements et des bonbons. Au mieux, on voyait une citrouille sculptée ou deux, et peut-être une bougie qui vacillait sur un porche.
Mais une fois le soleil couché, tout le monde restait à l'intérieur. Il y a quelque chose dans la façon dont les montagnes se figent la nuit. Ça ne donne pas envie de traîner dehors. Cette année-là, j'ai fini tard au travail. Il faisait déjà nuit quand j'ai pris la route étroite qui menait à Belwick. C'est là que je l'ai vu. Un panneau en bois cloué de travers à un vieux poteau près de l'église. Vente de bienfaisance cherche. Les mots étaient peints à la va-vite en orange, les lettres un peu bavées à cause de l'humidité. J'ai failli continuer, mais il y avait encore quelques tables pliantes et un pick-up avec le haillon baissé. Je me suis dit, pourquoi pas m'arrêter une minute? Une femme en veste en jean rangeait les restes. La plupart des trucs étaient ceux qu'on s'attend à trouver à la fin d'une vente d'église, tasses ébréchées, fils électriques emmêlés, puzzles bizarres manquant de la moitié des pièces. Mais une caisse a attiré mon attention. Plus sombre que les autres. Le bois semblait brûler, comme s'il avait absorbé chaque hiver pourri que les montagnes lui avaient jeté. Il y avait une vieille targette en fer à l'avant et une étiquette accrochée à une ficelle, gratuit avec achat. Je l'ai désignée et demandé ce que c'était. Elle a à peine levé les yeux. A dit que ça venait d'un endroit de Holloway. Elle a marmonné des trucs de cave. Je ne l'ai pas ouverte. Ce nom, Holloway, m'a retourné l'estomac. Personne en ville n'aimait vraiment parler de cette maison. Elle se dressait sur la crête de Grère, derrière une rangée de chênes qui avaient toujours l'air de mourir, même en été. La dernière Holloway, Evelyn, y était morte dans la nuit d'Halloween, au début des années 90. Tout le monde avait sa version de l'histoire. Certains juraient qu'elle avait empoisonné ses invités pendant un dîner. D'autres affirmaient qu'elle avait simplement disparu, et que le shérif avait étiqueté ça suicide pour étouffer l'affaire. Quoi qu'il en soit, personne n'y avait vécu depuis. J'ai acheté une vieille lanterne à huile pour $2, juste pour justifier de prendre la caisse. Elle n'était pas lourde, mais dense, comme si ce qu'elle contenait avait du poids. Chez moi, je l'ai posée sur la table de la cuisine et j'ai ouvert la targette. Le couvercle a grincé. À l'intérieur, des fleurs séchées, une broche rouillée, des lettres attachées avec de la ficelle, et quelque chose enveloppé dans un tissu gris délavé. Les lettres étaient vieilles, mais encore lisibles. Toutes écrites de la même écriture élégante et bouclée, signée E.H. Elles parlaient d'un rassemblement et d'une nuit choisie, et toutes les dates tournaient autour de la fin octobre. Certaines avaient des taches brunâtres sur les bords, encore collantes par endroits, malgré les années. J'ai déballé le tissu. Un masque en porcelaine. Lisse et pâle, avec des lèvres peintes en un sourire subtil, un naturel. Les yeux n'étaient que des trous vides. Derrière, une mèche de cheveux, épaisse et sombre, attachée avec un fil rouge. Trop réel pour un déguisement. Je l'ai fixé un moment, essayé de rationaliser. Peut-être un accessoire d'Halloween macabre. Peut-être une blague tordue. Mais l'odeur aux poussières anciennes, fleurs séchées et rouille ne ressemblait pas à une plaisanterie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu chasser Evelyn Holloway de mon esprit. Elle avait été une figure glamour, jeune, riche, connue pour ses fêtes somptueuses dans cette grande maison sur la crête. Puis un jour, les invitations ont cessé. Quelques mois plus tard, des gens disaient avoir entendu des cris venir des bois. Quand le shérif est enfin arrivé, elle était morte. Pas de traces de quiconque. La maison était vide. Pas de meubles. Pas de corps. Juste de la cire fondue par terre et des gravures creusées dans la table de la salle à manger. Cette partie n'est pas que des ragots. J'ai vu les photos une fois, aux archives de la bibliothèque. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais le lendemain matin, j'ai pris la route de la crête. La route n'était plus que mauvaise herbe et gravier. Des arbres penchaient des deux côtés. La maison était encore là. À peine. Le porche s'affaissait, les fenêtres étaient condamnées. Le toit semblait prêt à s'effondrer. La porte d'entrée était de travers sur ses gonds, mais elle s'est ouverte quand j'ai poussé. J'ai apporté le masque avec moi. Ça ne me semblait pas bien de le laisser dans la maison. À l'intérieur, l'air était épais et rance. Les pièces étaient vides, sauf une longue table poussée contre le mur. Sa surface était gravée de cercles et de lignes étranges, usées par le temps, mais encore visibles. J'ai posé le masque au centre et j'ai reculé. Tout était silencieux. Puis je l'ai vu. Un autre masque, par terre près de la porte. Même sourire. Même fissure sur les bords. Identique. Il n'y en avait qu'un dans la caisse. Je n'ai pas attendu pour en voir plus.
J'ai couru vers la voiture, claqué la porte, tendu la main vers les clés. Elles n'étaient pas dans le contact. Elles étaient posées bien sagement sur le siège passager, à côté d'un morceau de papier plié. Le papier avait l'air plus récent que les lettres, mais l'écriture était exactement la même. Boucles élégantes. Encre noire. Pour le prochain rassemblement. Je n'ai pas regardé dans les rétroviseurs sur le chemin du retour. Je me suis dit que je jetterais les lettres, brûlerais le masque, en finirais. Mais en rentrant, la caisse avait disparu. La table où je l'avais posée était immaculée. Pas juste vide. Sans une trace de poussière, comme si rien n'y avait jamais été. J'ai vérifié les serrures. Les portes étaient toujours verrouillées, les fenêtres fermées, mais l'odeur au bois humide et fleurs fanées flottait encore dans l'air. Cette nuit-là, juste après minuit, j'ai entendu 3 coups à la porte d'entrée. Lent. Délibéré. J'ai attendu. Quand je l'ai ouverte, il n'y avait personne. Juste le masque, accroché à la poignée par le même fil rouge. Je l'ai laissé là jusqu'au lever du soleil. Le lendemain matin, j'ai apporté le masque et les lettres au bureau du shérif. Le adjoint a écouté poliment, jusqu'à ce que je prononce Holloway. Alors il s'est reculé dans sa chaise et a dit que cette maison avait brûlé en 92. Qu'il ne restait que les fondations. J'ai dit que j'y étais allé la veille, que j'avais franchi la porte, vu la table, tout. Il m'a regardé longuement et a dit qu'il monterait l'après-midi même pour d'éclaircir les choses. Je l'ai suivi. Il ne me l'a pas demandé, mais je n'allais pas le laisser y aller seul. Quand on est arrivé sur la crête, la maison avait disparu. Il ne restait qu'une étendue de terre calcinée, à moitié recouverte de mauvaises herbes. Pas de porche. Pas de mur. Pas de table. Le adjoint m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. A dit peut-être que tu as pris un mauvais chemin, mais je connaissais cette route. Il n'y a qu'un chemin pour monter, et un pour redescendre. Il est parti après ça. A dit qu'il ferait une note dans le rapport pour me rassurer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque craquement semblait se rapprocher. Puis vers 3 heures, j'ai entendu la porte arrière grincer. Pas un coup cette fois. Juste un long gémissement, puis le silence. J'ai attrapé la lampe torche et me suis approché de la cuisine. La porte était fermée, mais accroché à la poignée pendait un autre masque. Plus petit. Taille enfant. Toujours noué avec ce même fil rouge. J'ai verrouillé chaque porte, chaque fenêtre, et je suis resté assis sur le canapé jusqu'au matin. Quand le soleil s'est levé, le masque avait disparu. Juste une légère marque sur la peinture, là où le fil avait frotté contre le cadre. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse d'expéditeur. Même écriture. Tu as tenu ta promesse. La place est réservée. À l'intérieur, une fleur séchée, aplatie. 2 mois plus tard, j'ai fait mes valises et je suis parti. J'ai vendu la maison. Sans laisser d'adresse. Mais chaque octobre, les panneaux recommencent à apparaître. Petites étiquettes clouées aux arbres ou aux clôtures. Même message. Le rassemblement. 31 octobre. Une fois, devant une station-service à Asholow, j'ai vu un pick-up avec le haillon ouvert. À l'arrière, une caisse en bois. L'étiquette disait « Gratuit avec achat ». Ce Halloween, je ne vais pas attendre. Je partirai avant le coucher du soleil. Et je ne m'arrêterai pas avant d'atteindre une vraie circulation, parce que ce qui est là-haut, sur cette crête, attend juste le prochain nom à écrire. Histoire 4. Mon cousin Brennan aidait à organiser le sentier hanté derrière la chapelle Good Shepherd depuis quelques années. Et cet automne-là, il m'a demandé si je voulais donner un coup de main. Le sentier était caché derrière l'ancien moulin de Buckner, juste après la crête qui séparait les terrains de la chapelle des bois plus profonds. Ce n'était pas une propriété officielle de l'église, mais il l'utilisait chaque octobre pour une grande marche hantée, afin de récolter des fonds pour les retraites de jeunes et les missions à l'étranger. Ce n'était pas quelque chose de sophistiqué, plutôt un truc artisanal, mais les gens du coin adoraient ça. Ils venaient en foule, année après année. Ça avait un charme bizarre, comme une foire de petite ville montée par des ados sans budget et avec trop de temps libre. Les heures de bénévolat ne faisaient pas de mal non plus. C'est comme ça qu'ils nous faisaient participer, nous les lycéens. Du travail manuel et des frissons en échange de crédits sur nos relevés de notes. On s'est mis au travail tôt dans le mois.
On a sculpté des citrouilles avec des dents cassées et des yeux de travers. On a fabriqué des épouvantails avec des chemises à carreaux et des vieux jeans, les remplissant de paille du grenier du beau-père de Brennan. On a sorti toutes les décorations d'Halloween abîmées qu'on a pu trouver dans les boîtes du grenier, têtes de poupées, araignées en caoutchouc à moitié fondues, babyphones qui marchaient encore si on les frappait. La plupart du sentier suivait le tracé naturel de la crête. Il y avait déjà un chemin usé par les gamins qui coupaient à travers les bois pour aller en ville. On a juste ajouté des éléments. Du ruban de signalisation, des lanternes à piles, et environ $6 de faux sang. Le clou du spectacle était ce vieux tronc creux, peut-être 6 mètres de long, qui s'était fendu et était tombé des années auparavant. Il fallait ramper à l'intérieur pour rester sur le chemin, à moins de vouloir escalader la pente raide et broussailleuse autour. Tout le monde détestait ce tronc, ce qui le rendait parfait. On avait prévu nos frissons pour que les gens pensent avoir fini une fois sortis, mais quelqu'un surgissait en hurlant juste après. Un classique du leurre. On avait des lumières stroboscopiques dans une section et un champ de maïs installé dans la clairière près de la chapelle. Les ados avaient construit un tunnel avec des balles de foin et de vieux draps, et quelqu'un avait même bricolé un système de haut-parleurs qui diffusait des cris et des bruits de tronçonneuses préenregistrés. C'était tout crotté, mais les gens adoraient. Cette année-là, Halloween tombait un dimanche, alors on a ouvert le sentier le week-end précédent. Tout de suite, quelque chose semblait différent. Pas quelque chose d'évident, plutôt une étrangeté silencieuse sous tout. Les oiseaux avaient disparu. C'était la première chose que j'ai remarquée. Pas de corbeaux. Pas de moineaux. Pas même les petits jaunes qui nichent d'habitude dans les arbres là-haut. Et les écureuils, qui d'habitude sautaient partout comme des toddlers caféinés, avaient disparu aussi. Pas un bruissement. Pas un mouvement dans les sous-bois. Même le vent semblait faux. D'habitude, on entend un sifflement sec quand il passe à travers les arbres sur la crête, mais là, c'était plutôt comme une pression. Comme si on entendait les feuilles bouger, puis ça s'arrêtait brusquement, comme si les bois retenaient leur souffle. J'ai mis ça sur le compte du stress. Pas Adèle. C'était une amie de Brennan et la responsable des checkpoints cette année-là. Une fille intelligente. Perspicace. Toujours une histoire bizarre à raconter. Elle a dit que son grand-père l'avait averti de ne pas s'approcher de la crête ce mois d'octobre. Qu'il avait dit que c'était une année mince. J'ai demandé ce que ça voulait dire. Elle a juste haussé les épaules et dit, tu sais, quand l'entre-deux se relâche. Puis elle a ri comme si c'était une blague, mais elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule. Le soir de l'ouverture, plus de 100 personnes sont passées. Des familles avec des enfants tenant des lampes torchées trop puissantes pour eux. Des ados cherchant à s'embrasser ou à faire les cons. Quelques types clairement défoncés qui titubaient dans le labyrinthe de maïs comme s'ils étaient dans Shining. ***, j'étais posté à la section avec le tronc creux. C'était juste après le virage du sentier, là où la clôture en bois se terminait et où les arbres commençaient à se refermer. Le tronc était sombre même en plein jour, mais la nuit, c'était le noir absolu. Pas de projecteur. Juste une lanterne à 5 mètres plus loin, qu'on utilisait comme repère pour le saut de l'acteur. Je portais une combinaison de ghillie qui me faisait ressembler à un tas de mousse avec des jambes, et je me tapissais derrière des buissons. J'attendais que les cris résonnent, ce qui était mon signal. À mi-chemin de mon service cette nuit-là, je l'ai vue. Une fille, debout seule, juste au-delà du tronc. Elle ne marchait pas. N'appelait pas à l'aide. Juste immobile comme une statue. Pieds nus. Une robe bleu pâle qui lui arrivait aux chevilles, avec de petits boutons sur le devant et des manches longues. Ses cheveux étaient lâches, en désordre, comme si elle venait de se lever. Je me souviens avoir pensé qu'elle avait l'air trop propre. Pas de boue sur l'ourlet. Pas d'égratignure. Juste là, comme si quelqu'un l'avait posée là comme un jouet égaré. J'ai cru qu'elle s'était séparée d'un groupe. Peut-être que sa lampe torche était morte et qu'elle attendait. J'ai balayé les bois du regard, m'attendant à ce que quelqu'un crie son nom ou accourt. Personne. J'ai appelé Brennan à la radio, demandé si on avait ajouté une nouvelle actrice. Il a dit, de quoi tu parles? Je l'ai décrite. Il est resté silencieux une seconde, puis a dit, on n'a personne comme ça de service. Je me suis retourné pour la regarder. Elle avait disparu. Pas de pas. Pas de bruit. Juste parti. J'ai vérifié derrière les arbres, j'ai même marché jusqu'à la section suivante. Aucune trace. La nuit suivante, je suis revenu tôt.
J'ai fait le tour de la section du tronc moi-même. Rien d'anormal. À mi-service, la voilà à nouveau. Même endroit. Même robe. Même visage vide. Sauf que cette fois, elle ne s'est pas contentée de rester là. Elle m'a regardé. Pas un clignement. Pas un mot. Pas un souffle. Juste fixé. J'ai tourné la tête pour appeler, et quand je l'ai regardée à nouveau, elle avait disparu. Pas un bruit. Pas une feuille qui bouge. Cette nuit-là, après le rangement, Zadey m'a tiré à l'écart derrière les balles de foin. Elle m'a demandé si j'avais vu quelque chose de bizarre. Je ne voulais pas passer pour un fou, alors j'ai juste dit peut-être. C'est là qu'elle m'a parlé de la fille qu'elle avait vue près de la lisière des arbres, près de l'ancien cercle de feu. Elle a dit que la fille bougeait les lèvres, pas pour parler, juste comme si elle murmurait quelque chose. Elle a dit que ça ne ressemblait pas à une blague. Que ça semblait ancien. Puis elle m'a raconté quelque chose que je n'avais jamais entendu. Apparemment, avant que le moulin ne soit construit, il y avait une petite école sur la crête. Une seule pièce. Elle avait brûlé un jour, au début des années 90. Personne ne savait pourquoi. Son oncle se souvenait d'une histoire de balade en charrette pour Halloween, où un des wagons avait basculé en essayant de traverser le ruisseau. Une petite fille était tombée et avait atterri sur les rochers. Ils ne l'avaient pas retrouvée avant 3 jours. Quand ils l'ont trouvée, elle était à moitié submergée, coincée sous une racine, comme si elle avait essayé de ramper pour s'en sortir. Personne ne se souvenait de son nom, juste qu'elle avait environ 9 ans. Et de temps en temps, les années minces, elle revenait. Je voulais encore croire que c'était juste une histoire, jusqu'à ce que les accessoires commencent à se comporter bizarrement. Les lanternes qu'on avait placées se retrouvaient hors du sentier, retournées. Les tronçonneuses, vérifiées et remplies, refusaient de démarrer. J'étais là la nuit où quelqu'un a frappé 3 fois sous le ponton. On l'a tous entendu. Brennan est descendu avec une lampe torche. Personne. La boîte à cris dans le labyrinthe de maïs, c'est ça qui nous a vraiment marqué. Elle a joué un nouveau son une nuit. Aucun de nous ne l'avait ajouté. Juste un bourdonnement doux et lent, comme une berceuse, mais désaccordé. Une voix d'enfant, calme et claire. Le fils du pasteur a démissionné juste après. Il a dit que quelque chose m'avait soufflé sur sa nuque dans l'abri à outils. Il était seul. Il n'est jamais revenu. Zadey a apporté de la sauge. Elle a dit qu'on devait purifier le sentier. Brennan ne voulait pas. Il disait que ça franchissait une ligne avec l'église, mais elle l'a fait quand même. 2 nuits sont passées sans rien d'étrange. Puis Halloween est arrivé. Je n'étais pas censé être là, mais Brennan m'a supplié de couvrir un service. Il m'a dit qu'il me devait un dîner. Je me suis dit, pourquoi pas? Une dernière nuit. À 23h, on avait presque fini. La foule s'était clairsemée. On rangeait le faux sang et les rallonges quand la voix de Brennan a retenti à la radio. Elle est revenue. J'ai gelé. Il avait l'air à bout de souffle. Elle a marché sur tout le sentier. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas ralenti. Elle a juste marché. J'ai demandé s'il était sérieux. Il a dit qu'elle avait traversé le tunnel, dépassé le labyrinthe de maïs, et disparu derrière le mur de la chapelle. J'ai dit, ferme tout. Et il l'a fait. Ce fut la dernière nuit où on a fait le sentier hanté. Le week-end suivant, le pasteur a annoncé qu'ils arrêtaient d'utiliser la crête. Il a dit que la collecte de fonds ne portait pas les bons fruits, mais ceux qui y avaient travaillé, on savait mieux. On n'en a pas parlé, même pas entre nous, jusqu'à des semaines plus tard. Zadey et moi, on est remontés en plein jour. On a marché au-delà de la chapelle, au-delà du tunnel de foin, dans les bois plus profonds. C'est là qu'on a trouvé la pierre tombale, penchée sous un rideau de lierre. Érodée, mais encore lisible si on regardait bien. Alma. Née en 1905. Morte le 31 octobre 1914. On est resté là longtemps. Zadey a attaché un ruban jaune à la pierre. J'ai laissé une zinnia du jardin de ma grand-mère. On n'a pas parlé. On est juste resté, puis on est parti. Je ne suis jamais retourné. Histoire 5. Halloween n'a jamais vraiment compté par ici. On est enfoui dans l'est du Kentucky, pas loin de la Virginie, dans un de ces endroits où tout le monde connaît les grands-parents des autres et où personne ne verrouille ses portes, sauf le dimanche.
En grandissant, Halloween était moins une fête des frissons qu'une affaire de citrouilles en plastique et de balades en charrette maladroite à l'église. Les gosses rentraient à 15 h. Les paroissiens distribuaient du cidre et des tracts bibliques. Et quand le soleil touchait l'horizon, c'était comme si toute la ville se refermait sur elle-même. Lumière des porches éteintes. Volets tirés. Rue silencieuse à 18 h. C'était plus une habitude qu'une fête. Cette année-là, le 31 octobre, clair et froid, mon pote Owen avait un plan pour secouer un peu les choses. Il travaillait au Hartsford Community College, donnant surtout des cours d'intro aux premières années qui ne savaient pas trop ce qu'il faisait là. Il avait pensé que ce serait marrant d'organiser une randonnée nocturne pour Halloween, juste un petit truc pour quelques étudiants, quelque chose d'effrayant mais sans danger. Il avait repéré un vieux sentier de service qui traversait de Norwich, là où les lignes de charbon coupaient autrefois les bois. Il m'a demandé de l'accompagner, vu que je connaissais mieux la région que lui. Et je pense qu'il voulait juste une tête connue pour équilibrer le groupe. Je n'avais rien de prévu d'autre. Et honnêtement, l'idée de faire quelque chose de différent, juste une fois, semblait plutôt sympa. Le point de départ du sentier était à environ 1 kilomètre après la dernière maison sur la County Route 8. Je me souvenais de cette maison, avec sa peinture rouge qui s'écaillait et cette balançoire métallique dans la cour avant, rouillée jusqu'à la corde. Après ça, la route devenait gravier, puis terre, puis plus rien. Juste la forêt. Tout ce bout de bois avait une atmosphère d'abandon. Pas effrayant, juste usé. Comme si quelque chose était passé, avait pris ce qu'il voulait, et était parti. On est arrivé vers 16 h. Il faisait encore jour, mais le soleil était déjà assez bas pour étirer les ombres sur le sentier. Je me souviens d'être resté près du camion, à regarder les arbres. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler silencieux. Pas exactement. Il y avait encore des oiseaux, le bruissement de petites bêtes dans les feuilles, mais tout semblait étrangement prudent, comme si la forêt essayait de ne pas attirer l'attention sur elle-même. Même le vent qui descendait d'habitude de la crête était absent. Owen en a ri. A dit que c'était le temps parfait pour Halloween, mais j'ai remarqué qu'il ne me regardait pas dans les yeux en le disant. On a garé le camion sur le côté et installé quelques lanternes à pile près de l'entrée du sentier, juste assez pour marquer les 30 premiers mètres au cas où quelqu'un traînerait ou perdrait ses repères. Les étudiants sont arrivés un peu après 18 h. Ils étaient 10 en tout, surtout des premières années. Quelques-uns en costume. Un gars avait un cap de vampire à moitié arraché sur sa doudoune. Une fille portait des oreilles de chat et du maquillage, mais la plupart étaient habillés pour le froid plutôt que pour le thème. Ils sont sortis de 2 petites voitures, tous bruyants, riants, pleins de ce mélange étrange d'énergie nerveuse et de trop de confiance. Ils n'avaient aucune idée de ce que le vrai noir pouvait être. Owen leur a fait le briefing habituel, restez sur le sentier. Gardez votre lampe allumée. Ne vous éloignez pas pour pisser tout seul. Et on est parti, en file indienne. Le sentier plongeait droit dans les bois comme une veine dans la peau. La première chose que j'ai remarqué, c'est comment la lumière a chuté. Ce n'était même pas encore le coucher du soleil, mais sous ces arbres, tout semblait plus sombre. Les lampes torchées se sont allumées rapidement, leurs faisceaux balayant l'air, accrochant des brumes, clignotant sur les troncs. Le sentier lui-même était étroit et mou, couvert de feuilles humides qui collaient aux bottes. Chaque pas faisait un bruit sourd d'étouffement, comme marcher dans un grenier plein de vieux papiers. Les arbres étaient denses, hauts, étroits, serrés les uns contre les autres. Ça ressemblait à une marche dans un tunnel creusé dans la forêt. Et plus on avançait, plus l'air semblait se refermer. Après 15, peut-être 20 minutes, la fille à l'arrière, Becca, a crié qu'elle avait vu quelque chose devant, juste une seconde, quelque chose de rapide. Elle avait cru à un humain au début. A dit que ça bougeait comme si ça sprintait à travers le sentier, juste au-delà de la portée des lampes torchées. Owen a essayé de rire, a dit que c'était probablement un cerf, mais il sonnait trop détendu. Et Becca, elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui vient de se faire peur tout seul. Elle n'arrêtait de se retourner, les yeux scrutant les arbres, disant que ça ne faisait pas le bruit d'un cerf. Pas de bruissement. Pas de tude de sabots. Juste du mouvement. Du mouvement silencieux. On a continué, mais plus lentement. Les rires avaient cessé. Les lampes torchées bougeaient plus bas, plus concentrées sur ce qui était devant. C'est là qu'on l'a entendu. Un son que je n'oublierai jamais. Tude. Une pause. Puis un autre tude. Ce n'était pas aigu ou perçant, comme un craquement.
C'était sourd et solide, comme quelque chose de lourd tombant droit dans la terre molle. Puis une autre pause. Puis à nouveau, tude. Ça avait un rythme. Tout le monde s'est arrêté. Personne n'a eu besoin de le dire à voix haute. Owen a éteint sa lampe torche et a fait signe aux autres d'en faire de même. On est resté dans le noir. J'entendais des respirations, rapides, saccadées. Le son est revenu. Plus proche. Même rythme. Tude. Pause. Pause. Tude. Puis plus rien. Comme si on avait aspiré l'air des bois. Pas même une brise. Ça ressemblait à une pression, comme si quelque chose maintenait tout immobile. Un des étudiants a chuchoté, « C'est prévu, ça ?» Personne n'a répondu. J'ai entendu Owen armer discrètement le spray anti-ours. Je l'avais vu le faire une dizaine de fois pendant d'autres randonnées, généralement quand on voyait des signes de coyotes ou d'ours noirs à proximité. Cette fois, c'était différent. On s'est remis en marche, plus vite. Le sentier s'élargissait un peu plus loin, une ancienne clairière où les rails de la mine faisaient autrefois une boucle avant de disparaître à nouveau dans la forêt. Owen a balayé la zone avec sa lampe torche. C'est là qu'on l'a vu. Quelque chose a bougé. Vite. Trop vite. Ça a traversé toute la clairière en un seul bond fluide. Ce n'était pas en train de marcher. Pas en train de courir. Ses membres se pliaient dans le mauvais sens, trop longs. Les coudes et les genoux pointaient dans la mauvaise direction, comme une marionnette sans ses fils. La lampe torche a attrapé juste assez de détails, une peau grise, terne comme de la cendre vieille, avec un éclat humide et malsain. Puis ça a disparu derrière les arbres. Pas de bruit. Pas de bruissement. Juste parti. Mais délibéré, comme si ça voulait qu'on le voie. Personne n'a bougé. J'entendais quelqu'un sangloter doucement. Pas fort. Presque comme si cette personne ne voulait pas que le son porte. Owen n'a rien dit. Il fixait juste l'endroit où ça avait disparu. Je me souviens avoir pensé qu'il essayait de se trouver un mensonge auquel croire. Il a marmonné quelque chose sur une illusion d'optique, mais son visage disait le contraire. On a fait demi-tour. Moi devant. Owen à l'arrière. J'ai gardé les yeux sur le sentier, comptant mes pas. Les étudiants étaient trop silencieux, maintenant. On sentait que les bois avaient avalé tout sentiment de contrôle. Après 5 minutes de marche, j'ai remarqué que le sentier avait l'air faux. Les arbres semblaient plus proches. La pente du sol était différente. Puis on est passé devant un arbre avec une étiquette blanche clouée dessus. Un marqueur de sentier. Le même qu'on avait vu à l'allée. J'ai reconnu le nœud dans le tronc et le morceau manquant sur le côté. On n'avait pas fait de boucle. Il n'y avait pas de boucle, mais d'une manière ou d'une autre, on était revenu au même endroit. Owen a dit qu'on avait probablement tourné en rond par erreur, mais sa voix était rauque. Il a commencé à appeler en direction de l'entrée du sentier, espérant que quelqu'un pourrait nous entendre. Pas de réponse. Pas même un écho. Juste des arbres. Puis le son est revenu, ce même rythme sourd, sur notre droite maintenant, juste hors de portée des lumières, se déplaçant avec nous. Pas en écrasant les buissons ou en trébuchant sur les racines, juste ce pas rapide, lourd et régulier, comme si ça glissait, comme si ça savait exactement où on allait. J'ai hurlé. J'ai dit à tout le monde de courir. Et on l'a fait. Pas en formation. Pas en ordre. Juste en courant. Les lampes torchées balayaient l'air de façon désordonnée. J'ai entendu quelqu'un tomber, le grattement des bottes, un sanglot étouffé, mais personne ne s'est arrêté. On a jailli dans la clairière où le camion aurait dû être. Et il était là. Mais les lanternes étaient éteintes. Toutes. Pas cassées. Pas renversées. Juste éteintes, comme si quelqu'un les avait soigneusement éteintes une par une. Owen n'a pas hésité. Il a démarré le camion en quelques secondes et a appuyé sur l'accélérateur. Personne n'a dit un mot pendant tout le trajet. Quand on est revenu en ville, Owen les a déposés un par un. Personne n'a demandé ce qu'ils avaient vu. Personne ne s'est même regardé. Quand on a été seul, Owen est resté assis sur le siège conducteur une minute avant de finalement se tourner vers moi. Il avait l'air, pas effrayé, exactement. Juste perdu, comme s'il essayait de se souvenir d'un rêve que quelqu'un d'autre avait fait. Il n'a rien dit. Juste hoché la tête et démarré. Le lendemain matin,
Il m'a appelé. A dit qu'il était remonté là-haut, voulait récupérer les lanternes et vérifier le sentier en plein jour, mais le sentier n'était plus là. Pas de marqueur. Pas de chemin. Pas de trace de la clairière. Même l'endroit où on s'était garé semblait intact, juste une forêt dense comme si personne n'y était jamais allé. Je n'ai pas dit grand-chose. Je ne savais pas quoi dire. Cet hiver, les gens ont commencé à remarquer des trucs bizarres autour de Dunlow Ridge. Un chasseur a dit que la crête était devenue silencieuse. Pas de traces. Pas de mouvement. Pas de chant d'oiseaux. Ça a duré des mois. Puis un matin, début février, tout était redevenu normal. Des traces dans la neige. Les oiseaux de retour dans les arbres. Comme si rien ne s'était passé. Owen a quitté son job ce printemps-là. Il est parti vers l'ouest. N'a pas laissé d'adresse. Je ne l'ai plus jamais revu.